Ok, donc bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent aujourd'hui pour cette conférence donc sur les sportifs en situation de handicap, des athlètes extraordinaires. Donc, je remercie aussi les invités qui sont venus se présenter et se décrire. Donc, on a aujourd'hui Paul Edinger avec nous, vice-champion de France de para-badminton. On a Johan Biré, triple champion de France d'haltérophilie en handisport et ambassadeur du sport. On a Aaron Asso qui n'est pas encore arrivé, mais qui est étudiant de l'université de Caen, pratiquant cécifoot. On a aussi Eric Ossan, personnel de l'université de Caen et sportif polyvalent, course, marathon, vélo. Donc je vais laisser chacun se présenter pendant une dizaine de minutes. On va commencer par Paul Edinger. Voilà. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je m'appelle Paul Edinger, j'ai 27 ans, donc je suis actuel vice-champion de France para-badminton. Il y a encore 2 ans, j'étais 3e européen. Voilà, donc je suis prof des écoles aussi, donc j'aime mon métier. Et ce qui est intéressant, c'est que par le handisport, je peux faire partager les valeurs aussi au niveau scolaire et à ma classe. Donc voilà. Et après, donc je pense que ce qui peut vous intéresser, c'est aussi ce qu'est la vie quotidienne d'un athlète handi. Alors moi personnellement, j'ai beaucoup donné, je donne beaucoup encore à l'entraînement, mais j'ai réduit mes compétitions, notamment à l'international, par envie, moins de plaisir, mais surtout j'ai arrêté parce que mon travail me prend du temps et j'ai envie de profiter de certains moments qu'on ne peut pas faire quand on représente une équipe de France. Voilà. C'est-à-dire sortir, profiter de la vie. Et là, je le fais bien en ce moment. Voilà. Que dire de plus L'handisport, j'ai découvert ça assez tard. Ça fait 5 ans. Sinon, je joue à 90% de mon temps en valide, ce que je continue à faire aussi. Donc c'est intéressant aussi de découvrir le même sport sur 2 milieux différents, donc des parcours de vie qui sont différents et de voir que parfois à un niveau handisport, il y a un mental qui est parfois plus intéressant qu'un valide qui a un très bon classement. C'est plus intéressant. Personnellement, moi j'ai toujours pris autant de plaisir en valide qu'en handi. Mais j'ai toujours une préférence quand même sur les tournois valides, puisque il y a plus d'échanges, on va dire, malgré tout. Pourtant, j'ai rencontré de très belles personnes en handisport, différents types de parcours. Alors moi, je n'ai pas dit mon handicap, je suis hémiparésie, je ne sais pas si ça vous parle. Alors c'est du côté gauche, j'ai peu de motricité, de force musculaire au niveau de la main surtout et au niveau du pied. Donc ça se ressent sur un terrain, sur le sport au niveau fatigabilité à longue durée. Voilà. Donc en handi, ce qui est intéressant, c'est qu'on part sur un match ou deux la journée. Donc c'est pas, on fatigue pas. Par contre, en tournoi valide, si on arrive à 6-7 matchs le week-end, là, on sent l'handi qui revient. Donc le côté parfois positif, c'est que, vous parlerez aussi peut-être, c'est au niveau de la prise de conscience de notre corps, on connaît nos limites. Donc c'est intéressant à savoir quand est-ce qu'on peut s'arrêter ou pas. On va parler. Voilà. J'attends vos questions si jamais. Je crois que j'ai fait le tour. Bon, merci Voilà. Paul du coup. Et est-ce qu'il y a des questions du coup dans le public pour Paul? Faut pas hésiter, hein. N'ayez pas peur. Pas de questions? Si, Je voulais savoir les compétitions. Je voulais savoir si les compétitions, c'était qu'avec des personnes qui étaient hémiparésie ou s'il y avait d'autres handicaps et quels sont les autres handicaps. D'accord. Alors au niveau handi, il y a plusieurs catégories. Il y a celle qui est debout avec un handicap haut du corps, ce qu'on appelle les SU5. Au niveau international, ils ont un niveau, gros niveau national, voire international.
donc très bon niveau. Les pays asiatiques en font leur métier, donc 8 heures par jour d'entraînement. Voilà, c'est un peu comme les pays asiatiques qu'ils aiment faire, c'est on prend un vivier de personnes, on les met dans une salle et on voit jusqu'où ils peuvent aller, depuis qu'ils ont 6 ans. Ensuite, SL4, c'est ma catégorie, c'est le niveau handicap bas et haut du corps, léger. Et après, il y a SL3, donc moi je joue sur en terrain entier, comme les SU5. Après, c'est SL3, demi-terrain, en bas et en haut du corps, plus prononcé. Après, il y a les WH1 fauteuils qui, eux, ont un maintien abdominal. Donc au niveau de la rotation et de la force au niveau des abdos, ça a meilleure frappe, meilleur déplacement. WH2, pas de maintien abdominaux. Et ensuite, il y a la catégorie SS6, donc les personnes de petite taille, il faut faire 2 mètres les bras levés. Voilà, ça c'est les classifications internationales, puisque pour être handisport, il faut passer par une batterie de médecins internationaux qui, malheureusement, doit rentrer dans des cases, sachant que dans chaque catégorie, les handicaps peuvent être différents. Donc c'est à eux de jauger si on rentre dans une catégorie ou alors on est inapte à rentrer dans aucune. Voilà les catégories. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Faut pas hésiter. Hein. Bon bah ça a pas l'air, c'est calme. On va passer du coup à Yohan Biré du coup, donc, que je répète, qui est triple champion de France d'haltérophilie handisport et ambassadeur du sport. Bonjour à tous. Moi c'est Yohan Biré. Donc j'ai 34 ans. Donc je suis marié, j'ai 2 enfants. Donc moi en fait j'ai un handicap depuis l'âge de 8 ans. J'ai eu un accident de la route, donc j'étais valide avant. J'ai eu un accident de la route, un camion qui nous a écrasés quand on partait en vacances. Donc le choc m'a plongé dans le coma pendant à peu près 1 mois. Donc j'ai été héliporté au CHU de Caen et je me suis réveillé, j'étais paralysé des jambes, hémiplégique du côté droit et traumatisé crânien grave, donc à gauche, donc tous les hémiplégiques du côté droit. Donc en fait là, il m'a fallu des années pour me remettre debout, réutiliser mes membres supérieurs et inférieurs, enfin ce que je pouvais essayer de faire. Donc en fait, moi, mon handicap, ma pathologie, c'est que j'ai 30 à 35% de force en moins du côté droit. Donc par exemple, je peux bouger le pouce, l'index, puis les autres, je peux pas faire ce que je veux avec. La jambe, c'est pareil. J'ai eu plusieurs opérations au niveau de la jambe et puis au niveau du corps pour rester en vie. Moi, ce qui m'a sauvé, c'est le sport. Parce que j'ai commencé le rugby à l'âge de 4 ans et demi. Quand j'étais petit, j'étais une flèche et j'ai joué plutôt ailier quand je joue au rugby. Et après mon handicap, après mon accident, mes médecins, quand je suis arrivé en centre de rééducation, m'ont dit que je ne pourrais plus faire de sport, de courir et encore moins de faire de rugby. Donc là, du coup, ça m'a lancé un petit défi. Donc je leur dis, on verra bien. Et donc 2 ans après, j'étais de retour sur un terrain de rugby. Donc je ne jouais pas comme un professionnel. Hein. Je marchais, je trottinais, j'étais appareillé. J'avais une attelle en plastique en fait sur la jambe droite pour pas que mon pied il traîne par terre. Et donc j'ai joué au rugby comme ça avec une attelle pendant 10 ans. Et j'ai arrêté le rugby il y a une dizaine d'années parce que ma femme en avait marre de me voir arriver à l'hôpital parce que je jouais avec les valides. Et je me suis fait 2 fractures du nez, les arcades, les oreilles, enfin c'était un petit peu la totale. Et donc du coup j'ai arrêté le sport dans le monde valide, mais je savais pas que ça existait le handisport. Et du coup j'ai un copain qui me dit écoute, ça existe le handisport, si tu veux te lancer. Et, j'ai découvert la musculation. Au départ c'était la musculation et j'ai découvert l'haltérophilie handisport, que ça existait. Je me suis essayé, donc pendant 1 an et demi j'ai rien fait. J'ai fait les championnats de France où il n'y avait pas forcément de résultats. Et après, j'ai commencé à décrocher titre de vice-champion de France. Et par la suite, 3 titres de champion de France dans ma catégorie. J'ai eu ma licence internationale. J'étais en stage de perfectionnement avec l'équipe de France. Et à partir du moment où on se dit, allez, c'est bon, on va aller encore plus loin. Là, le corps dit stop. Donc, mon corps m'a dit stop. Donc, j'ai été obligé d'arrêter l'haltérophilie à ce niveau-là. Et donc maintenant je suis arbitre IPC, donc il y a 3 stades en international, donc je suis au premier stade. Donc je pars vendredi là, pour arbitrer les championnats de France IPC classement international à Paris ce week-end.
Je fais partie aussi de la commission fédérale d'haltérophilie handisport. Et la jeunesse et sport m'a nommé ambassadeur du sport et du handisport et du handicap sur la Normandie. Et donc aujourd'hui, je me relance là depuis 3 semaines. Je pense à un nouveau défi parce que j'arrive pas à m'arrêter en fait au niveau sportif. J'écoute pas mon corps. On parlait tout à l'heure et j'arrive pas à écouter mon corps qui dit stop. Il faut que je fasse tout le temps plus. Et là, je suis en cours d'attente de ma licence nationale et internationale de lancer de poids handi. Donc ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Pour moi, je pense que j'ai des bons résultats, donc on verra par la suite, on verra bien. Et donc mon travail à l'heure actuelle, en fait, je suis consultant conférencier donc, dans le handicap et dans le handisport. Donc j'interviens un peu partout pour témoigner, échanger, faire des conférences sur le handicap, sur les situations de handicap, enfin sur tout ce domaine-là, il y a tellement de choses à faire, à témoigner auprès des enfants, des adultes. Et voilà, donc et je suis content. J'ai 2 enfants, un qui a 8 ans et demi, un qui a 3 ans. Celui qui a 3 ans est un peu trop petit, mais celui qui a 8 ans et demi, ça fait déjà 4 sports qu'il pratique. Ça fait 2 ans et demi qu'il fait du rugby, donc je suis content. Il continue, c'est un très gros compétiteur. Donc je sais comment pour le motiver en permanence pour qu'il y arrive et se dépasser. Donc après, comme tu disais, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours de vivre avec un handicap. Alors, moi je le vois tous les jours parce que j'ai mal en permanence, c'est bête à dire, mais j'ai mal en permanence. Donc je suis en fauteuil, je peux me lever, hein, je suis chez moi, je suis debout généralement pour m'occuper des enfants et des tâches quotidiennes. Mais si je reste trop longtemps debout, je peux le faire, mais je vais le payer après. Donc je vais être obligé de m'allonger, de ne pas bouger. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, moi le soir, la journée, bon, je fais ce que j'ai à faire en fauteuil ou même debout. Et généralement le soir, vers 19h30, 20h, j'ai le corps qui dit stop. Donc je suis obligé soit de m'allonger, de me mettre dans le canapé, soit de m'allonger dans le lit, mais le corps répond plus ou très mal. Et je refuse de me shooter aux médicaments. Donc j'ai des médicaments neuro en fait pour mon handicap que je prends le soir avant de me coucher. Et c'est tout, mais il y a tout le temps pour moi, c'est ce que j'essaie de retransmettre à tous. Il y a tout le temps pour moi une solution quand on veut faire quelque chose. Après, moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et comme on disait tout à l'heure, mon corps m'a dit stop plusieurs fois, mais je lui ai dit écoute, attends encore un petit peu avant de lâcher. Et pour l'instant, ça fonctionne à peu près. Donc voilà, un petit peu mon histoire. Merci Johan. Est-ce qu'il y a des questions, encore une fois, dans le public? Oui, Robin. J'arrive. Je voulais savoir, parce que vous nous avez dit que vous avez fait plein de choses et que vous faites encore plein de choses. Est-ce que le fait d'avoir un handicap, dans votre tête, ça vous pousse à vous dire je veux faire toujours plus pour prouver que en fait, le handicap peut ne pas être un frein à faire des choses et à faire ce que vous voulez faire, quoi? Je dirais oui et non. Ouais. C'est qu'en fait, moi, pour moi, j'ai rien à prouver à personne. J'ai plus rien à prouver à personne. Et je fais surtout ce qui me plaît. Et je le fais selon ce que j'ai envie de faire. Si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Moi, par exemple, là, c'est quand je rencontre des gens comme vous, même j'interviens dans les écoles ou n'importe où. De discuter, de parler du handicap, de montrer qu'on peut y arriver, c'est surtout ça que je veux montrer. C'est pas parce qu'on a un handicap ou on est en situation de handicap qu'on peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Si on peut le faire. Par exemple, là, moi, je suis en train de préparer une conférence là sur la plainte de soi. Moi, tout le monde se plaint, même moi le premier. On est obligé de se plaindre. Mais généralement, comme on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, j'ai les deux situations. C'est que, par exemple, là, on voit que je suis handicapé quand je suis en fauteuil. Mais quand je suis debout, les mains dans les poches, celui qui ne me connaît pas, en fait, on dira pas, on ne sait pas que je suis handicapé. Donc, en fait, et je fais beaucoup d'écoute active. Donc, je ne dis rien, je me mets à côté, je parle avec les gens, mais je ne dis pas que j'ai un handicap. Et généralement, en fait, dans chaque conversation, les gens, ils se plaignent tout le temps. Et je dis rien, et je prends l'exemple. C'est tout bête, hein, pourtant, c'est un copain. À son travail, il s'est cassé le pouce.
Et donc il me dit ah Yon, c'est vraiment kikinant, je peux rien faire, on peut prendre ma douche. Je dis bah ouais, qu'est-ce que t'as? Ah je dis bah regarde, donc il s'est fait opérer, donc par chance il a pas perdu son doigt, il s'est fait opérer. Et donc il dit ah ouais mais pour faire plein de choses dans la vie courante c'est chiant, machin. Ah, je lui fais ah dis bon t'as pas de chance, ça va pas être évident pour conduire. Ça va mais c'est vrai que c'est embêtant, c'est ça. Et j'ai fait mais t'arrives à bouger tes doigts? Il me dit bah oui regarde mes doigts ils bougent tout seuls. Ah bah je dis t'as de la chance. Il me fait comment ça de la chance? Je dis bah regarde moi je peux plier qu'un petit bout et un petit peu. Allez bonne journée. Et en fait il y a tout le temps un moyen, enfin moi je fais surtout ça parce que ça me plaît tout ce que je fais. Donc vous avez dit que vous aimiez le rugby, que c'était une de vos passions. Et moi ma question c'est pourquoi vous n'avez pas essayé le rugby fauteuil, ou est-ce que vous avez essayé? Alors en fait, j'ai pas essayé, j'en ai vu, enfin il y a deux styles de rugby fauteuil. Il y a le quad et le flag. Et après, moi j'ai connu le rugby valide, donc un peu bourrin, on se rentre dans le lard. Enfin puis, alors quand j'étais petit, j'ai joué plutôt ailier. Et puis pendant 15-16 ans, en fait, j'ai joué pilier ou deuxième ligne. Donc bon, on n'est pas détendre, hein, on se rentre un peu dans le lard et j'aimais bien ce contact. Après, j'ai appris dernier Jeux paralympiques que ça existait. Donc je suis même en contact avec des gars de l'équipe de France. Après, pour moi, c'est totalement différent en fait. J'ai vu, là, j'étais pour l'haltérophilie à Roanne, à côté de Saint-Étienne, et justement, le copain de l'équipe de France, qui j'y étais, il me dit bah tiens, il y a l'équipe de flag de rugby qui s'entraîne. J'ai été les voir, en fait, c'est un peu le même état d'esprit. En fait, il y a les stratégies, c'est du 5, je crois, mais c'est des flags en fait, donc ils se rentrent un petit peu dans l'art, mais c'est un flag. Alors c'est un flag, il pose la balle, et puis après, j'adore regarder. Pratiquer, j'aime mieux toucher le ballon ovale et penser au plaquage que je faisais avant. Il y a d'autres questions dans la foule? Oui, bonjour. Moi, je me demandais comment on fait pour faire du sport quand on a mal. Enfin, si la douleur, c'est à la fin de la journée ou c'est vraiment, je pratique quand même si j'ai mal. Et la gestion de la douleur, s'il n'y a pas de médicaments, est-ce qu'il y a d'autres techniques pour gérer la douleur et arriver à pratiquer, ou est-ce que c'est le sport qui fait que vous avez plus mal? Enfin, je sais pas. Enfin, comment ça se passe avec la douleur, quoi? Bah, c'est la tête. En fait, il y a encore, je sais pas, j'ai tout le temps eu des douleurs. Après, comme par exemple sur un terrain de rugby, après mon accident, je pouvais faire 10-15 minutes maximum. Mais moi, en fait, c'est comme si on arrive à déconnecter le corps et les douleurs, parce que moi, le rugby, rien que de faire 10 minutes, c'était ma thérapie. C'était un moyen de revenir un peu chez les valides. J'ai tous les copains, enfin j'étais dans une équipe de valides. Les douleurs sont en permanence. Quand je faisais pas mes entraînements d'haltéro, parce qu'en fait, fallait que à la fin, mon corps compensait automatiquement la différence de force quand j'étais sous une barre de développé couché. Mais en fait, en permanence, en fait, on a les douleurs, on le sent, mais on se dit bon, on verra ça après, en fait. Après, bon, par contre, après, on a mal, puis on dit bon, allez, on va dormir, et puis on verra demain, et puis en fait, le schéma se répète tout le temps, et puis à la fin, ça devient on oublie on n'oublie pas qu'on a un handicap, et à la fois on oublie un petit peu, on arrive à déconnecter. Comme on en parlait, c'est propre à soi-même, et c'est comment on veut vivre notre handicap, ce qu'on veut faire avec. Bon, après, c'est une volonté. Moi, j'ai tout le temps d'avancer, tout le temps de faire ce qui me plaît, et on verra bien. J'ai que 34 ans. Je sais que dans 10 ans, ça va peut-être être plus compliqué. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore dans 10 ans, donc on verra plus tard. Je me permets aussi rebondir sur votre question. Ça joue pas que sur l'handi aussi. Enfin, quand on cherche une performance physique, sportive, quand on sait où on veut aller, il y a des moments, surtout à l'entraînement. C'est surtout là, moi je pense surtout à l'entraînement. Même si on a mal quelque part, on sait pourquoi on le fait. Et arriver en compétition, personnellement, arriver en compétition, on a eu assez mal pour savoir là où on en est. Donc je pense que c'est peut-être plus visible en handi, mais en valide, c'est un peu la même chose, je pense. Ça revient à ce qui se passe dans la tête. Et ce qu'on a fait, on a enduré pour en arriver à ce qu'on veut. Voilà. Et puis tu as le niveau aussi, c'est que, oui, comme tu dis, c'est l'entraînement que, en fait, pour moi, je sais pas, on utilise 95% de l'énergie, de la force.
pour moi, les finales, ou quand on veut chercher le podium, ou qu'on arrive en compétition, c'est le Graal, en fait, c'est l'aboutissement. Donc c'est pas là qu'on va se faire le plus mal. Hein. On va pas user toute l'énergie. Après, c'est le plaisir d'aller jusqu'au bout, quoi. Merci. D'autres questions? Je me demandais, ça se passe comment l'haltérophilie adaptée? En fait, comment l'activité elle est adaptée Alors en fait, en handisport, parce qu'après il y a une différence entre sport adapté et puis handisport. Alors, je sais pas si tout le monde la connaît. L'handisport, c'est handicap physique, moteur, et le sport adapté, c'est psychique, voire un peu des deux aussi, mais c'est plus psychique. Et en fait, en handisport, en haltérophilie handisport, en fait, c'est du développement. On appelle ça haltérophilie, mais c'est du développé couché. Donc en fait, c'est comme un banc valide, sauf que c'est un banc handi, il doit faire 2 mètres sur 2 fois la largeur du banc valide. Et parce que généralement, alors il y a para, spina, quelques-uns c'est des tétras aussi. Et généralement, l'usage des jambes, moi je suis le seul, un des seuls à pouvoir avoir que la moitié qui fonctionne. Donc c'est pas évident. Mais généralement, on s'allonge sur le banc et on sangle les jambes. Et parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont plus d'abdos non plus. Donc en fait, ils forcent qu'au niveau des pecs. Et donc les jambes sont sanglées et puis il n'y a que le haut qui travaille, quoi. Du coup, pour les entraînements, ça se fait surtout avec des personnes valides ou c'est vraiment des entraînements collectifs avec des personnes handisport? Les deux, mon colonel. En fait, c'est surtout le matériel qu'il faut avoir, parce que c'est un banc spécifique qui coûte très cher. Mais ça m'est arrivé d'aller dans certaines salles avant que j'aille dans certaines salles qui étaient équipées. En fait, on peut adapter un banc, par exemple un banc d'haltérophilie, de développé couché valide. On met une chaise devant. C'est pour l'entraînement. Après, c'est bien d'avoir le banc qui est adapté pour les compétitions, pour prendre ses repères. Après, de toute façon, faut des pareurs. Donc ça, c'est plus les gens valides qui sont là pour nous aider. Parce qu'en coach handi, on n'a pas tant que ça. Généralement, les coachs ils sont valides, ils ont des BE. Moi, personnellement, je sais que dans ma ligue, parce qu'il y a le sport handi, il y a une ligue handi, dont tu fais partie. Moi, en badminton, la ligue badminton a voulu récupérer le handisport pour le développer à sa manière. Donc en fait, derrière ça, il y a beaucoup d'écoles de bad maintenant et de clubs où les BE, ceux qui forment, maintenant les clubs sont ouverts à l'handisport. Ça ne veut pas dire que tous les handis arrivent, mais les entraînements se font avec des sparring, j'ai entraînements individuels et en groupe aussi, collectif aussi. Mais voilà, il y a peut-être la différence entre le sport handi qui regroupe pas mal de sports au final. Et certaines lignes, il y a le basket, je crois, il y a le volley et le badminton que je connais, où la ligue a voulu absolument garder son côté handi pour le développer au maximum. Voilà. Du coup, je vais parler peut-être un peu plus du bad parce que je connais, je pratique, je suis badiste et je connais un peu le parabad. Mais peut-être que ça se rejoint aussi dans ce que tu disais, Johan. Mais dans vos sports, il y a des catégories du coup. Est-ce que vous éprouvez peut-être de la frustration, voire de l'injustice à l'établissement de certaines catégories pour certaines personnes, notamment dans le parabad? Je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment le monopole des résultats, comme en France avec Lucas Mazur qui gagne tout. Ouais. Est-ce que vous éprouvez de l'injustice, peut-être, je sais pas, vu que vous êtes compétiteur, est-ce que vous trouvez ça normal? Alors, tu as donné un nom qui est un peu le fer de lance du sport du badminton en handisport. Lucas qui est premier mondial, qui est champion du monde, triple champion européen. Moi qui suis derrière lui, je suis au contraire, c'est la carotte. C'est la carotte. Alors la carotte, je l'atteindrai pas puisque lui s'est professionnalisé. Il est à l'INSEP. On se rencontre sur certains stages. Je m'entraîne un peu avec lui, mais je sais que je ne pourrai pas parce que le temps que je donne à
à mon plaisir du sport, je ne le donne pas autant qu'il le donne. Donc non, c'est pas du tout frustrant. Au contraire, c'est le côté, il faut avoir quelqu'un en face qui permet d'avancer aussi et qui représente aussi le sport que j'apprécie. Donc c'est plus bénéfique et positif que de la jalousie ou de la frustration. Voilà. Alors, et nous, en haltéro, en fait, c'est totalement différent, parce que nous, c'est pas une classification par rapport à l'handicap, c'est une catégorie de poids. Donc en fait, moi je vois, j'étais dans la plus grosse, dans les catégories les plus lourds. Il y a des catégories en fait où il y a 4 ou 5 kilos de marge, donc faut faire super gaffe. Moi je pouvais manger comme je voulais, il n'y avait pas de souci. Donc en fait, et là du coup, c'est totalement différent, c'est au poids, et après ça joue à l'indice aussi, donc c'est dans la quête, par exemple, j'étais en plus de 4, en moins de 110, non plus de 97. Donc si je faisais 98 et que je faisais une barre à 135 par exemple, j'avais plus de points que celui qui faisait 98,5. Et enfin, après ça joue à l'indice aussi, donc après c'est totalement différent des classifs. Alors, pour revenir sur les classifications, au niveau national, ceux qui ont un petit handicap peuvent aller au championnat de France, mais ensuite pour avoir le statut international, on passe devant une batterie de médecins internationaux, donc à la Ligue internationale, qui eux décident ou non. C'est bête à dire, mais il y a 6 médecins, on est pris comme de la viande. Ils ont des cases et la difficulté pour eux, c'est de faire rentrer, s'ils le pensent, avoir quelqu'un qui rentre dans la catégorie. Donc, et quand on est non éligible, c'est terminé. Si on est éligible, c'est à vie. D'autres questions? Non? Super, merci. Merci Yoann. On va pas donner la parole à Ronasso, donc, je répète, étudiant à l'université de Caen et qui est pratiquant cécifoot. Bonjour à tous, moi je m'appelle Aronasso. Voilà, je suis étudiant en M1 de sociologie ici à Caen. À côté, je suis aussi joueur de cécifoot. Donc, j'ai joué avec l'équipe nationale du Sénégal, laquelle j'ai participé à la première Coupe d'Afrique des Nations, qui a été organisée au Cameroun en 2015. Donc, je participe aussi, je suis aussi joueur à Schiltigheim, c'est un club qui se trouve à Strasbourg. On participe aussi au championnat de France de cécifoot. Donc là, cette année, on est en plein championnat en fait. Alors, pour peut-être le cécifoot, expliquer un peu pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est composé du mot céci, comme la cécité, et football. Donc voilà, c'est un football adapté aux déficients visuels. Alors, le terrain, en fait, il y a 4 joueurs de champ qui sont tous non-voyants parce qu'ils ont des yeux bandés pour que tout le monde soit au même niveau. Le gardien, il est voyant, en fait. Donc, voilà. Après, voilà, en fait, c'est ça le jeu. Après, les règlements, il y a des règlements à respecter pour que les joueurs ne se cognent pas. Donc, voilà, après il y a le ballon aussi, il y a un ballon sonore qui permet aux joueurs en fait de le localiser. Donc voilà. Donc en France, on a 12 équipes de cécifoot dont les 10 sont engagées pour le championnat. Après, moi, je suis, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Strasbourg, même si je fais mes études à Caen. Donc, je pars régulièrement à Strasbourg pour m'entraîner avec l'équipe. J'ai aussi quelqu'un qui m'aide ici à faire des entraînements perso. Donc, voilà, pour être au top, en fait, le plus possible. L'autre aussi à souligner, c'est que je mène mes études à côté, mais voilà, je pratique aussi le cécifoot et j'avoue que ça m'a bien aidé dans ma vie puisque je suis né aveugle, donc et j'ai commencé à pratiquer le cécifoot depuis le Sénégal à l'âge de 15 ans, je vais dire, j'ai été initié. Donc depuis lors, voilà, je suis plein dedans et puis
Ça m'a permis d'être plus autonome aussi dans ma vie parce que quand je marche, franchement, je marche à l'aise en fait. Ça m'a permis aussi de m'adapter très vite dans tous les milieux où je pars. Donc voilà, ça m'a donné une confiance en soi, si je peux le dire ainsi, parce que je pense que c'est une fois qu'on arrive vraiment à se débrouiller très bien dans un terrain de cécifoot, après on a les yeux bandés, il y a des risques de blessures et tout. Si on arrive à surmonter tous ces obstacles, après je pense dans la vie courante, voilà, ça va, on se débrouille pas mal. J'avais essayé de vous montrer un match de championnat de France et un match de la France en Paralympique 2012. Donc la France demi-finale. Je crois que c'est un sport aussi qui est reconnu au niveau paralympique. Donc voilà, je voulais vous montrer. Et avant le cécifoot, est-ce qu'il y avait une activité que vous pratiquiez? Activité sportive. À la base, en fait, j'étais dans un internat au Sénégal. Donc, on avait plein d'activités sportives, notamment le torbal. C'est aussi un jeu qui est adapté aux déficients visuels. Donc, ouais, je l'ai pratiqué. Après, l'athlétisme aussi, je l'ai fait. Après, voilà, quand j'ai découvert vraiment le cécifoot, vu que je suis un fan de foot avant tout d'abord, voilà, j'ai vraiment bien aimé. Puis voilà, j'ai laissé tous les autres sports. D'accord, merci. Merci. Ouais. Tout d'abord, désolé Arona, on n'a pas de quoi visionner la vidéo. D'accord, pas de souci. On n'était pas au courant. Mais à ce moment-là, vous pouvez me l'envoyer et puis ou un lien et puis je pourrais la mettre en ligne sur la plateforme eCampus éventuellement si vous voulez. D'accord, ça marche. Et donc moi j'avais une question par rapport à ce que vous trouvez qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans la pratique sportive. Est-ce que c'est en lien avec votre situation de handicap? Qu'est-ce que vous allez chercher dans la pratique sportive en priorité? Situation de handicap, non, pas forcément. Après, en fait, j'ai grandi dans un milieu sportif, on va dire, où il y a beaucoup de sportifs. Donc, voilà, j'ai été animé d'abord par l'envie de faire du sport. Après, oui, je suis personne en situation de handicap, donc comme j'ai vu un sport que je peux bien pratiquer, voilà, je vais le faire pour montrer, pour faire d'abord ma passion, et en même temps montrer aussi que voilà, c'est pas parce qu'on est handicapé qu'on reste sédentaire, qu'on doit pas faire ce qu'on veut faire. En fait, on a la chance d'avoir des sports adaptés, donc voilà, on y va pour se faire plaisir d'abord et pour prouver que le handicap ne signifie pas du tout la sédentarité. Donc voilà. Moi, j'aurais voulu savoir si vous avez des objectifs futurs par la suite au niveau sportif. Bah oui, j'ai des objectifs. D'abord, c'est de gagner le championnat de France cette année. C'est vraiment notre objectif. Là, on est bien parti puisqu'on est deuxième. Après aussi, j'aimerais bien jouer un jour aux Jeux de Paralympique. C'est vraiment un rêve pour moi. Donc voilà. Bonjour Arona. Je me demandais comment vous construisez des repères par rapport à la position de la cible. Autant par rapport au ballon, les repères sonores peuvent vous aider, mais par rapport à la position de la cible, comment vous pouvez savoir où elle se trouve? Ah oui, c'est vrai. En fait, derrière chaque but, en fait, il y a un guide. Il y a un guide, donc dès les 12 mètres, et il a le droit de parler, en fait, de t'indiquer qu'on est à 12 mètres, on est à 8 mètres jusqu'à ce qu'on frappe. Mais après, c'est au joueur d'éviter les obstacles, c'est au joueur de les marquer. Donc il y a un guide qui nous indique, en fait, une fois qu'on rentre dans les 12 mètres. D'accord. Et ça, c'est par rapport à la profondeur et par rapport à la largeur, c'est aussi le guide qui... Non, par rapport à la largeur, après... Il y a des automatismes, je vais dire.
parce qu'il y a des barrières en fait. Le terrain c'est 40 sur 20 sur 40. Donc on a des barrières de chaque côté voilà. Après à côté aussi il y a les entraîneurs. Donc une fois qu'on entend les voix, on arrive vraiment à se situer. Après c'est des automatismes, voilà, ça devient des habitudes en fait. D'accord, merci. Bonjour. Quelles sont les règles spécifiques s'il y en a et comment s'organise l'équipe au plan stratégique? Quelles sont les différentes possibilités, les schémas utilisés? D'accord. Merci. Pour les règles, il y a deux règles. Il y a deux règles vraiment où il y a une règle qui est vraiment indispensable pour le déroulement du jeu. C'est quand le joueur adverse vient au marquage, il doit automatiquement, impérativement dire voy. Voy, ça veut dire en espagnol j'arrive. Donc voilà, pour annoncer que tu viens au marquage et voilà, c'est à l'autre joueur d'éviter ou de dribbler. Mais ça, c'est la règle vraiment indispensable. Après, il y a des fautes, comme si on tire le maillot d'adverse, si on voilà, comme faute normale, je vais dire. Les stratégies, je pense que ça dépend aussi des entraîneurs. Par exemple, il y a le coach a 4 joueurs de champ. On peut mettre 2 défenseurs, un milieu de terrain, un attaquant. On peut mettre aussi un défenseur et 2 milieux, un attaquant. Je pense que ça dépend du coach, ça dépend de la capacité de ses joueurs. Par exemple, nous, on joue notre club 1-2-1. Je suis attaquant et il y a un défenseur qui est à l'axe et il y a les 2 milieux en fait qui descendent et qui montent en fonction du ballon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Arona? J'arrive. Je me demandais, est-ce que le gardien il peut donner des indications à ses joueurs? Le gardien il peut donner des indications une fois que le ballon est dans sa surface de réparation. Mais il n'a pas le droit de sortir en fait. Il n'a que 2 mètres en fait. Si le ballon est à 2 mètres de ses buts, il peut sortir. Sinon, il n'a pas le droit de sortir. Et une fois que la balle est dans sa surface, notamment à 6 mètres, donc il peut parler. Mais voilà, à part ça, il n'a pas le droit. D'accord, merci. D'autres questions? Ok. Sûr? J'arrive. Oui, encore une question. La durée des matchs, enfin 2 questions. La durée des matchs et les scores qui sont typiques au CC Foot. Alors, la durée des matchs, les normes internationales, c'est 25-25. C'est 2 fois 25, avec 5 minutes de mi-temps. Après, c'est 25, c'est parce que le ballon ne s'arrête pas, en fait, parce que c'est des barrières. Donc, on joue vraiment à fond. Donc, au cours on peut faire aussi des remplaçants. Le joueur peut sortir, se reposer et rentrer, comme le basket, en fait. Après, pour... l'autre question, désolé. C'était quoi déjà? Oui, l'autre question, c'est sur les scores. Et puis la taille du but aussi, d'ailleurs. On se posait la question. D'accord. Après, les scores, j'avoue que c'est comme les scores du foot, en fait. Ça dépend des équipes, du niveau des 2 équipes. Par exemple, nous, je vous donne vite fait les résultats de nos matchs. Et on a gagné 2-0, 2-1. Et on a fait match nul 1-1, 0-0. Donc voilà, c'est des scores vraiment comme le foot. Il n'y a pas beaucoup de buts, mais aussi... ça dépend du niveau des équipes qui s'affrontent, en fait, je vais dire. Après, les buts, ouais, c'est 3 mètres, en fait. C'est comme les buts de handball, en fait. Ils sont les mêmes tailles, en fait. Ouais. Moi, je voulais savoir s'il y avait beaucoup de blessures du fait de la cécité ou au contraire, non, c'est rare.
Des chocs, il y en a, comme dans le foot classique. Mais après, une fois qu'on respecte ces règles, franchement, il y en a rarement. Mais il y en a quand même. Il y en a. Après, une fois qu'on respecte les consignes et tout, franchement, on peut limiter les dégâts, en tout cas. D'accord, merci. Alors moi, c'est une question qui s'adresse à tout le monde, puisque vous pratiquez tous, je crois, en compétition. Je voulais savoir si, en comparaison avec le sport valide, il y avait plus de ce qu'on appelle le trash talking, c'est-à-dire si les joueurs entre eux se chambrent, ils se taquinent, ou voir s'ils s'insultent pendant les compétitions ou les matchs, en comparaison avec le sport valide. Si les joueurs se chambrent. Ah oui. Franchement, oui. Il y en a, franchement, ouais. On se chambre, franchement, c'est. Voilà. Bon, moi, je vais raconter une histoire, peut-être. Ma première compète, en fait, on est parti, voilà, on s'est douché, et puis tout le monde s'est mis à poil. Bah, on m'a dit de me mettre à poil, je dis non, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Donc, voilà, depuis eux, ils me chambrent et tout. Ouais, bah, voilà. Franchement, on se chambre, voilà. Le vestiaire est bien animé et puis ça va. Alors, nous, quand on part en compétition internationale, c'est une semaine. Donc, on rencontre aussi les autres pays. Donc, on forge aussi des amitiés, tout ça. Donc, on se chambre, on s'amuse, on se taquine, comme tout autre sport. Donc, là, on rajoute le fait qu'on est une semaine dans les mêmes hôtels aussi. Donc, c'est intéressant. Voilà. Et en fait, pour l'haltéro, c'est exactement la même chose. Enfin, même nous, en championnat de France, que ce soit national ou même IPC, enfin, classement international, on est plus à se motiver les uns les autres. Bon, forcément, il y a des infinités selon les régions, selon les clubs, mais généralement, en fait, on s'entraide plus qu'on se tire vers le bas, quoi. Et ça, c'est vraiment les vraies valeurs du sport. Merci. Autre question ? On va passer la parole du coup à Eric Ossan, qui est personnel de l'université de Caen et sportif polyvalent, donc que ce soit de la course, du marathon ou même du vélo. Oui, bonjour, ça marche? Vous m'entendez? D'accord. Je m'appelle Eric Ossan, je travaille à l'espace orientation insertion, donc campus 1, je ne sais pas si vous connaissez. Donc je suis ici parce que là je suis en fait amputé du pied droit depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait un petit moment. Là, ça fait 40 ans pratiquement. Je ne suis pas inscrit dans un club, je n'étais pas un grand sportif et je me suis mis au sport à l'âge de... il y a 9 ans en fait. Hein. Donc j'ai commencé par faire du vélo très régulièrement, vélo de route. J'arrivais à faire 180 km avec des amis. Et puis pour compenser le manque de vélo l'hiver, je me suis mis à la course à pied il y a 3 ans et demi. Donc j'ai commencé la course à pied en amateur, sans être équipé d'une lame de course en fait. Hein. Donc j'ai commencé à faire 6 km avec beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de douleurs au début, mais j'ai continué quand même à courir parce qu'en fait ça me plaisait. Donc quand j'étais venu il y a 3 ans, je n'avais pas encore fait mes 10 premiers kilomètres, mais je m'étais inscrit au courant de la liberté pour faire les 10 km. Donc je les ai faits et l'année suivante j'ai pu faire le semi-marathon et l'année dernière j'ai fait un marathon. Donc maintenant je suis équipé d'une lame, ce qui me permet d'aller plus vite et avec plus de confort parce qu'au départ quand même courir avec un pied pas adapté c'était pas si évident que ça. Donc si je cours pas maintenant je fais environ 3 sorties par semaine. Et je cours avec des gens valides. Hein. Donc j'arrive à faire, je peux courir 15-20 km sans souci. Et assez bien. Pourquoi cette envie soudaine de... Pardon ? Pourquoi cette envie soudaine de commencer le sport d'un coup il y a 9 ans ? Bah, disons que c'est une envie en fait. Hein. Et la course à pied, je ne pensais pas pouvoir courir, j'ai jamais couru de ma vie en fait. Hein. Et puis en commençant, je me suis dit tiens pourquoi pas, j'avais des baskets qui traînaient, j'ai essayé quoi. Seulement le lendemain, je ne pouvais plus descendre les escaliers tellement j'avais mal quoi.
Et bon, par la suite, j'ai pas écouté mon corps, hein, j'ai continué. Et puis maintenant, je fais beaucoup moins de vélo et beaucoup plus de course à pied. Je suis beaucoup mieux, je me sens beaucoup mieux à courir que faire du vélo. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester d'autres sports que la course à pied et le vélo, par exemple des sports co Je fais du ski. Je fais un peu de natation, mais je ne nage pas très bien en fait. Après, je fais ce qui me plaît en fait. Hein. D'abord c'est le vélo et puis ensuite la course à pied. Quoi. Hein. J'ai pas d'autres ambitions, c'est déjà pas mal de ce que je fais. Donc au début je courais avec un pied tout à fait simple, ce que je vais vous faire voir. C'est un pied, en fait c'est un bout de bois, on peut dire que c'est comme ça. En fait c'est assez rigide, hein. Il y a une décoration plus ou moins adaptée, hein. Là c'est les super-héros. Et vous voyez, c'est pas très... Il n'y a pas de restitution d'énergie en fait. Et avec le pied que j'ai là, je ne sais pas si on peut voir, mais j'ai quand même une restitution plus importante d'énergie. Hein. Et quand je courais avec ce pied-là, j'avais énormément mal aux genoux qui compensaient. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec ce matériel-là. Et il n'y a pas trop de problèmes de friction avec la prothèse lorsque vous faites des longues sorties, par exemple, en course à pied ? Des longues sorties au bout de 30 km où je peux avoir des soucis. J'arrive à caler, en fait, je fais un peu de bricolage moi-même. Hein. Je mets des colliers, ce genre Serflex, je cale avec des bouts de papier parce que la technique est là, mais après il faut s'adapter selon sa morphologie, quoi. Et on ressent les douleurs peut-être au bout de 10-20 km et on cale soi-même, quoi. Le prothésiste ne peut pas non plus faire des miracles, quoi. Après c'est à nous de s'adapter. Ça marche, merci. Vous avez jamais eu l'envie de faire un triathlon ? Un triathlon ? Si, j'y pense. J'y pense, mais j'attends encore. Là, je me fais encore plaisir à courir, donc j'ai un peu arrêté le vélo, donc je vais le reprendre cet été, parce que voilà, quoi, mais oui, j'y pense. Okay, ça marche. Des questions dans la foule ? Moi, j'ai eu l'occasion de bosser en centre de rééduc avec des personnes amputées. Et j'aurais aimé savoir si ça a été un choix personnel de choisir cette prothèse-là, parce que je sais que c'est un énorme coût. Oui, est-ce que oui, ça tout vous à a fait. coûté très cher ? Est-ce que vous en avez plusieurs pour Non, j'en ai qu'une. Et en fait, non, il n'y a pas tellement de choix. Hein. C'est la technique est là. Et on pense qu'il y a une technique, en fait, c'est ce qu'utilisent les champions professionnels, quoi, en fait. Il y a une lame et elle s'adapte pour tous les patients, en fait, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Donc moi, je pourrais courir sans ma chaussure, mais comme je fais un peu d'escalier, de footing urbain, footing dans les bois, sans chaussure, c'est plus adapté pour faire du sprint, en fait, comme Pistorius. Et dans la vie de tous les jours, vous regardez également cette prothèse ? Non, dans la vie de tous les jours, je prends le pied... et pour faire du vélo, le pied de marche, en fait, le pied quotidien. Question ? Donc, avec mes collègues, là, mais comme ils sont timides, je vais poser la question. On se posait la question, donc du coup de la prothèse ou de la spatule, de la prise en charge aussi. La prise en charge est assez difficile. Il faut quand même dire que c'est pas donné à tout le monde de l'avoir. Il faut passer devant des commissions de médecins spécialisés qui forcément ne suivent ou pas l'avis d'un autre médecin. Moi, j'ai mis plus de 6 mois avant d'avoir un accord. Et ensuite, la prise en charge se fait en pointillé, quoi. C'est pas... Il faut prouver avoir couru, pratiquer. Vous pouvez pouvoir pratiquer pendant un certain moment la course à pied. Mais courir avec un pied pas adapté, c'est pas évident non plus, quoi. Donc moi j'ai pu faire valoir que en fait je courais régulièrement. C'est vrai que prendre en charge quelqu'un qui court pas régulièrement ou qui fait pas un sport qui coûte cher, en fait c'est pas logique, quoi, en fait. Le médecin conseil ne va pas signer pour un matériel qui coûte environ 4 000 €, quoi.
Est-ce que vous êtes affilié à un club de vélo? Non, pas du tout. Pas du club. Non, je cours en Vous avez amateur, pas envie je cours en groupe avec des valides. Des questions, toujours. Alors, moi, j'ai une question pour Paul et Dinger. J'aimerais bien que les étudiants y posent des questions, surtout, s'il vous plaît. Donc, Paul, j'aurais voulu savoir, vous pratiquez majoritairement avec des valides, c'est ce que vous avez dit, et un peu en handisport. Qu'est-ce qui vous a amené vers la pratique handisport, puisque vous pouvez pratiquer dans le groupe des valides? Alors, en résumé en pourcentage, on va dire qu'il y a eu un moment, je faisais 70% en valide et 30% quand je faisais mes Open à l'étranger, mes championnats d'Europe ou championnats du monde. Ce qui m'a poussé c'est mon ancien président de club qui m'a fait deux surprises. La première, c'est de m'inscrire en disant il vit bien son handicap, donc pourquoi pas découvrir ce sport au championnat de France 2014. Donc il m'a inscrit dans la mauvaise catégorie en plus, pas fauteuil. Donc j'ai été en SU5. Et j'ai découvert par le plus grand des bonheurs le sport que j'aime avec d'autres personnes avec des parcours de vie différents. Donc voilà, c'est ça qui m'a poussé. Et après, j'ai tenté donc la classification internationale et j'ai eu après la chance d'avoir un peu de sponsoring au début qui m'ont fait faire d'autres Open, championnat d'Europe, championnat du monde, jusqu'à mes derniers championnats d'Europe. Et maintenant, c'est vrai que je préfère aussi la localité au niveau de mes tournois, parce que c'est un coût, certes, c'est aussi de l'investissement, parce qu'on sort d'un objectif, on repart à l'entraînement. Le temps qu'on passe dans une salle, vous êtes en STAPS aussi, j'imagine, vous avez chacun votre sport, vous avez plusieurs sports en plus. Au bout d'un moment, il y a une petite perte de plaisir personnel, et j'ai pas envie que ça affecte sur un sport qui me plaît d'autant plus. Donc voilà, j'ai réussi à garder. Par contre, j'ai réussi à garder mon sponsor matériel, qui lui accepte tout à fait de m'accompagner sur le peu de tournois que je fais encore à l'international. Ça a été décidé comme ça. Voilà. Okay. Merci. Et j'avais la même petite question, je garde le micro, désolé. À Eric, vous pratiquez avec des valides, Eric principalement, ou vous pratiquez aussi un peu avec des personnes qui sont amputées ou autres? Non, uniquement des valides. J'ai un ami qui est amputé un peu comme moi, mais il a lui des soucis d'emboîture. En fait, ça marche pas aussi bien, quoi. Donc ça dépend de la morphologie, de l'équipement, de beaucoup de choses. Mais je cours avec des valides et bon, ça va, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Sur 10 km, je peux faire... mon record, c'est 12 km/h, quoi, sur 10 km. Après, quand j'ai fait un marathon, j'ai pris mon temps, là. Mais je peux facilement faire 10 km/h, quoi, 10, 11, il n'y a pas de souci. Donc il y a des valides derrière moi, bon, il y en a devant moi aussi, hein, j'ai plus 20 ans non plus, faut pas... Mais ça va, je me fais plaisir. Et Eric, justement, la compétition handisport, ça te tente pas? Bah, c'est pas que ça me tente pas, c'est que je trouve que maintenant, vu mon âge, c'est pas... J'ai plus trop Non, je préfère me faire plaisir avec des valides. J'ai pas envie non plus de... Non, franchement, non. Et puis trouver les handicapés, bon, on les a. Après, c'est comme mon copain. Après, c'est toujours des soucis en voiture. En fait, je fais déjà pas mal de courses à pied avec des valides. J'ai pas envie de m'investir un peu plus, quoi. D'abord, le plaisir. Et du coup, j'avais une petite question. Justement, on a parlé un petit peu des sponsors. Je voulais savoir comment ça se passe au niveau peut-être de la rémunération ou de la facilité d'avoir des sponsors ou de la difficulté, justement. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des différences avec d'autres compétitions? Alors moi, par exemple, j'ai pas mal de sponsors. J'ai des sponsors qui m'ont aidé financièrement, par exemple pour aller à des championnats de France, c'était à côté de Montpellier, qui me payaient mes déplacements. Mais après, en fait, l'heure actuelle, c'est très 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 dur d'avoir des sponsors qui rémunèrent, même avec des
même avec des résultats nationaux, même internationaux. Moi, mes sponsors, par exemple, me payent, par exemple, là, ils m'ont payé des flasques pour mes fauteuils, donc en même temps, ils me rémunèrent un petit peu, mais c'est dérisoire. Après, ils me payent mes tenues pour, par exemple, j'ai été retenu pour arbitrer le championnat d'Europe là en mai dernier d'haltérophilie handisport. Ils m'ont payé des tenues, ils m'ont payé des choses comme ça, mais pas de numéraire, enfin, il n'y a pas de numéraire en fait, où c'est très, très dur. Enfin, moi j'ai essayé dans beaucoup de domaines, et c'est, je pense, très dur à l'heure actuelle. Et est-ce que vous pensez que c'est parce que les sponsors ont une mauvaise image du handicap, ils n'ont pas envie de s'investir dedans, ou vous l'expliquez autrement? Oh, non, moi je pense que c'est si on s'appelle le PSG, l'OM, Stade Malherbe, voilà, enfin, c'est des grands clubs, enfin voilà. Mais non, c'est parce que pourtant, enfin, moi j'ai l'avantage, comme par exemple pour le BAD, c'est des sports plutôt individuels. Donc moi, quand j'allais voir, j'ai rencontré des grands patrons, c'est plus facile à défendre et moins coûteux pour eux de payer une tenue personnelle ou un voyage quand j'ai des déplacements à faire. Mais non, c'est qu'ils veulent pas, par exemple, je vois Decathlon France, ils disent non, mais nous on donne plus, c'est notre politique nationale, on préfère vous faire une remise sur tel ou tel matériel. Voilà, c'est parce qu'ils veulent pas donner d'argent simplement, quoi. Il y a aussi, moi j'ai demandé à un moment donné, c'est de chercher du sponsoring aussi, donc ça dépend de l'investissement qu'on donne pour chercher. Il y a eu beaucoup d'entreprises aussi qui préfèrent, et à juste titre, donner à des clubs d'un certain nombre de licenciés que plutôt à une personne individuelle, ce qui est normal. Au niveau d'une localité, une entreprise va se dire, voilà, le club de foot du coin, par exemple, je préfère donner 3 jeux de maillot et au moins ça va faire emmener du monde dans ce club. Qu'une personne, ça marche plutôt sur du réseau. Alors, moi, qui suis dans un sport aussi individuel à l'international, c'est du réseau. Donc ça passe ou ça casse. Mais faut trouver le bon réseau et le bon moment où l'entreprise veut. Par exemple, là, il y a Paris 2024 qui arrive. On va dire que ça peut être un bon moyen d'ici commencer déjà. On est en 2019. Il va y avoir des entreprises qui vont être demandeurs, surtout je pense à des startups aussi. Il y a beaucoup de startups qui sont aussi demandées. Et du coup, pour le CCFoot, ça se passe comment au niveau des sponsors aussi ? Pour les sponsors, il y en a, mais c'est vrai qu'il y en a pas beaucoup en fait. Par exemple, notre club, il est plutôt soutenu par des personnes de bonne volonté et avec voilà, plus ça. Même, après, nous quand même, voilà, c'est pas rémunéré, mais les déplacements, les tenues et tout, ils sont pris en charge par le club. Donc voilà, ça doit se faire. Mais il y a des sponsors, mais on en a encore besoin quand même parce que c'est pas suffisant. Alors, outre la rémunération, il y a aussi le matériel. Je trouve que c'est plus facile d'avoir un sponsoring au niveau matériel, comme le BAD, ça reste un sport qui est assez mineur. Oui. Donc les marques et comme les ligues, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, comme ils ont voulu développer aussi le para, et autant que les valides, les marques sont très sensibles à ça. Donc les grosses marques telles le Yonex, Forza, ils donnent parfois ils cherchent autant de chip leaders sur de valides que Andy. Voilà. Et d'ailleurs, comme on a besoin de sponsors, qu'on n'a pas de sponsors, on va faire une petite quête à la fin, déposer 10-20 euros, ça nous suffira, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une question plutôt pour Eric. Ce serait pour savoir, pour vos prothèses, si vous avez déjà dû en changer ou s'il y a des renouvellements. Il y a des renouvellements qui sont prévus tous les 5 ans. Alors, il faut faire attention à ce qu'on a, quoi. Faire attention au matériel. Mais c'est tous les 5 ans, c'est un droit, on peut changer de lame. Mais la lame, je pense qu'elle est garantie 10 ans, elle ne bouge pas, la lame. Ce qui est plus fragile, ce sont les manchons, la chaussette qui permet l'emboîture. Et là, je peux avoir des soucis avec ce genre d'emboîture, parce que si je cours 3 sorties par semaine, j'arrive pas à tenir 6 mois avec, quoi. Ça s'abîme, ça se troue, et après, j'attends d'avoir une autre emboîture neuve, quoi. Le souci, c'est l'usure. Mais la lame en elle-même, elle ne s'use pas.
Et la coque, une fois qu'elle est faite à sa morphologie, il n'y a plus de problème de frottement, donc ça roule, il n'y a pas de souci. Oui, bonjour. J'avais une question commune pour tous. Quelles ont été les plus grandes difficultés quand vous avez débuté en handisport en fait? Voilà, étant en situation de handicap, je voulais savoir, c'est quoi qu'est-ce qui peut freiner en fait, de se lancer, qu'est-ce qui vous à part le handicap, qu'est-ce qui vous a dit de genre, voilà, je vais me lancer à faire du sport professionnel en tant que handicapé? Alors, moi, je pense que j'ai pas eu particulièrement une grande difficulté parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi dans un internat. Et puis, à très bas âge, voilà, on faisait du sport et tout. Donc, voilà. Pour le cécifoot, en fait, peut-être la difficulté que j'ai eue en premier, c'était le fait qu'on attachait qu'on bandait mes yeux, en fait. Même si je vois rien, quand on bande mes yeux, je me sens tellement gêné que c'était compliqué au début. Donc voilà, c'était ça ma difficulté au niveau du cécifoot. Mais de manière générale, le sport, bon, voilà, j'ai jamais eu de difficulté en fait. On va le faire. Et pour les autres, niveau équipement, justement, faut être équipé au début pour faire la pratique d'un sport? Pour moi, c'est évident, oui. Oui, non, mais je veux dire, non, mais je sais pas, vu que chaque handicap est différent, et pour rentrer dans la catégorie, je sais pas. Disons que moi, je suis pas partie d'un club, donc après, j'ai mon équipement à moi. Les autres, je pense qu'ils ont leur équipement aussi spécifique. Moi, c'est particulier quand même. Je sais pas. Équipement pareil, c'est la même chose. Qu'on aille à un tournoi en Turquie ou à côté, c'est la même chose. On en prend son sac et tout ce qui va avec. Il faut juste décalage horaire. S'il y a une difficulté, c'est l'aider. Quand on part par exemple en Asie, partir 3 jours avant, histoire que le corps s'acclimate au minimum. Et voilà, il y a au niveau des salles, tout ça, de la température, ça n'a strictement rien à voir. Pour information, par exemple, moi je joue avec des volants cloutés. Avec des volants, je cloute mes volants parfois. C'est-à-dire que la vitesse en tournoi international est 10 fois plus rapide. En France, on autorise à casser les plumes du volant pour ralentir la vitesse. C'est typiquement français. Les gens, ils veulent s'adapter. Bon, et en international, on n'a pas le droit de toucher aux plumes. Donc quand vous prenez, par exemple, vous jouez en altitude, la vitesse du volant va être augmentée. Donc ça se règle par rapport au cordage qu'on cherche. Donc c'est des petits détails comme ça. Mais surtout au niveau du corps. Un décalage horaire, si tu as fait la fête 2 jours avant et tu prends l'avion pendant 12 heures, l'atterrissage, tu vas dormir, tu vas bien dormir. Ça marche, merci à vous. Ouais. Moi j'avais une question pour Arona. J'ai entendu que tu avais pratiqué au Sénégal avant. Oui. Et j'aurais aimé savoir si la vision du handicap est différente dans ce pays-là et si c'est plus évident de vivre avec un handicap en France qu'au Sénégal. Oui, il y a vraiment une grande différence parce qu'après les traditions ne sont pas les mêmes. Voilà, dans certaines localités, même au Sénégal, c'est très compliqué. Par exemple, quand quelqu'un croise une personne en situation de handicap, il va dire que ma journée ne serait pas bonne aujourd'hui. Donc, parce que j'ai croisé un handicapé ou genre, donc c'est compliqué. Mais quand aussi tu as la chance peut-être d'être dans une famille vraiment où beaucoup de gens sont allés à l'école et tout, vraiment il y a moins de risques d'être maltraité. Mais j'avoue qu'il y a vraiment une sacrée différence. En plus, dans le domaine de l'accessibilité, c'est pas la même chose parce que ici au moins voilà, on est pris en compte en fait. Par contre au Sénégal ou dans beaucoup de pays africains, c'est pas vraiment le cas. Donc voilà. Merci. Et pour les autres, c'était juste pour savoir si au début vous aviez eu du mal à vous inscrire dans une pratique sportive par rapport au regard des autres.
si ça vous avait freiné ou pas du tout. Moi, pour ma part, non, parce que depuis tout petit, j'étais dans le monde du sport. Donc, puis moi, mon père, j'ai suivi mon père qui était entraîneur et joueur de rugby, donc j'ai suivi. Puis après, en fait, ça devient, je sais pas, on réfléchit pas. Quand j'ai pas pu, j'ai dû arrêter le sport chez les valides. En fait, c'est devenu un automatisme, une logique. En fait, je me suis dirigé vers l'handisport parce que je voulais montrer que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'on peut pas se fixer des objectifs et puis avancer malgré ses difficultés, quoi. Pareil, l'environnement. L'environnement fait que, donc, famille de sportifs, on est tout de suite dedans et expliciter rapidement quand on est petit on peut faire ce qu'on veut, mais on a des limites et donc on vit les choses avec plaisir. Donc, et on accepte. Pour moi, la première fois que je suis parti courir, je me suis planqué carrément. Donc, j'avais jamais couru de ma vie. En fait, j'ai commencé mes 6 premiers kilomètres à l'abri des regards, quoi. Après, je me suis dit, bon, ça va, je peux commencer à me présenter un peu plus. Mais c'était pas évident au départ. Je me demandais, en haltérophilie, il y a vraiment qu'une épreuve de développé couché? Ou il y en a d'autres qui peuvent... Non, en fait, en fait, ça s'appelle haltérophilie. Je sais pas pourquoi. Après, on penche plus pour utiliser le terme powerlifting. Parce que l'haltéro chez les valides, c'est le 3 mouvements, c'est l'épaule jetée. Il y en a plein qui me disent, mais comment vous faites pour faire le soulevé de terre en fauteuil roulant? Ça, non, je ne fais pas, en fait. Non, ça s'est appelé comme ça, et c'est du développé couché. Donc, c'est peut-être mieux de dire haltéro ou powerlifting. Et donc, en fait, on n'a qu'une seule épreuve. Et après, au niveau international, les règles, elles sont tellement... on a 87 pages de règlement, quoi. Donc, je vois quand on a arbitré, on était 4 Français arbitres à être retenus pour les championnats d'Europe, là, à Berck-sur-Mer l'an dernier. Et contrairement à la Fédé, on va dire, valide, où ils acceptent, en fait, certaines pratiques. S'il y a un petit décalage, nous, c'est tellement strict. Donc, il n'y a qu'un seul règlement, mais c'est ultra strict. En fait, il ne faut vraiment pas bouger, c'est au millimètre près. Et donc, non, il n'y en a qu'une seule. Merci. Est-ce qu'il y a une expérience dans votre carrière de sportif en tant que sportif handicapé qui vous a particulièrement marqué et que vous aimeriez partager avec nous pour un peu nous raconter votre histoire, quoi? Une anecdote ou même quelque chose de négatif ou positif? Après, négatif, je retiens pas personnellement, je retiens pas le négatif. J'ai que du positif, en fait. Mais par exemple, c'est quand quand on est la première fois champion de France, pour mon cas, on a du mal à réaliser, pourtant c'est que champion de France. Et on se dit, on atteint quand même un de nos objectifs. Mais moi, ce qui me revient, c'est quand, dans les dernières années de rugby, quand je pouvais encore un petit peu courir, et il y a une saison, en fait, j'ai marqué 3 essais. Alors, c'est rien, 3 essais, mais j'ai percé une défense de 5 mètres, en fait, en courant avec 2 gars sur le dos, et puis avec une jambe qui boitait, et puis je me suis écroulé, et puis j'ai vu qu'il y avait les lignes qui étaient là, et puis j'ai marqué l'essai, et puis après, aussi quand je repense, quand je pouvais jouer au rugby, ou des fois quand je vais voir mon fils jouer au rugby, donc j'encourage, je lui dis, tu vois papa il aimerait bien être à ta place, alors ça le motive, et puis bon, forcément quand on va voir les copains qui jouaient, on a envie d'aller sur le terrain, mais on peut pas. Moi, ma médaille européenne, pareil, hein, quand vous arrivez à un objectif et vous êtes donné les moyens, c'est un soulagement qui est exceptionnel. Voilà, et de jouer aussi dans certains pays asiatiques où on voit que le sport est un sport national. Donc quand on arrive et il y a 3000 personnes qui crient d'un coup, on oublie la salle d'à côté, la salle de la petite région. Donc c'est intéressant. Pour moi, mon objectif, c'était de finir un marathon. Et puis, ce qui était vraiment sympa, c'était les gens qui couraient aussi le marathon avec les encouragements qu'ils m'avaient donnés, quoi. Et on m'aurait dit, il y a 5 ans, tu vas faire un marathon. Je me suis dit, ça va pas, quoi, c'est pas possible. Donc, c'était une grande satisfaction. Je pense que je vais en faire un. Alors, moi, je pense que je n'ai que de bons souvenirs, je vais dire, ou de belles expériences dans ce sport.
parce que ça m'a permis voilà, de faire beaucoup de voyages, pratiquement dans toutes les régions de la France, par exemple. Voilà, ça va. Et puis, je suis parti à la Coupe d'Afrique. Ça a été vraiment une fierté pour ma famille, parce que, voilà, on était bien célèbres au Sénégal. Après, ça m'a permis aussi de rencontrer des autorités, des coachs comme Arsène Wenger. Quand on l'a rencontré, ça m'a vraiment fait plaisir. On a bien discuté et tout. Et puis, voilà. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'était l'année dernière, quand on jouait notre 3e place. Et puis, à l'entame du match, j'ai dit au gardien que je vais te mettre 2 buts aujourd'hui. Il m'a dit, ah oui, d'accord. Et à la fin du match, j'en ai mis 2 et on a gagné 2-1. C'était vraiment bien. Et puis, voilà, que de beaux souvenirs en tout cas. Et j'espère que ça va continuer. Ça marche, merci. Et j'avais une question pour Eric aussi. Je me demande combien de temps ça prend pour courir un marathon avec une prothèse environ. Là, j'ai traîné. En fait, le premier, j'ai mis 4h45 et j'ai été pris de crampe au 20e kilomètre. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Pour la prochaine Cette fois, année, j'espère le faire en 4h30. Ce serait déjà pas mal. Ok, ça marche. Merci. J'ai une question pour Monsieur Haussan. Oui. J'aurais voulu savoir comment ça s'est passé en fait la phase d'adaptation avec la lame. Ah, très bien. Aussitôt prise en pied et bonne sensation dès le départ, sensation de restitution d'énergie. J'étais ravi, quoi. Le plus dur, c'était les réglages sur l'emboîture, parce qu'il y avait des frottements, ça tapait sur l'os, sur le tibia, ça tapait derrière. J'ai mis 1 mois et demi avant d'être bien, confortablement, bien dedans pour pouvoir courir comme il faut, quoi. Mais la sensation, on l'a aussitôt. Hein. On se demande, par rapport à l'autre pied, on dit que quelquefois la lame est plus performante qu'un pied normal. Bon, ça, c'est pas prouvé, j'y crois pas trop, je sais pas. Mais on sent vraiment la différence, quoi. Et l'adaptation a été quasi immédiate. Au niveau de la restitution de l'énergie. Après, c'est l'emboîture, il faut faire des réglages. Et vous avez le réapprentissage s'est fait tout seul, tout vous dans seul, votre coin oui. ou avec votre orthoprothésiste? Non, tout seul. D'autres questions dans la foule? Non? Bon, bah, merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. Merci à nos invités d'être venus.